Pull my string. Ouais, pas mal. Mais il n'y a pas de flingue. Épisode 8, Souvenir d'oubliette, oublietti en anglais. Écrit par Charles Grant Gregg et c'est réalisé par Kim Manners. Alors Charles Grant Gregg, le scénariste de cet épisode, a été producteur sur la saison 3 uniquement. C'est malgré tout pas son seul apport pour la série, puisqu'il est derrière des romans originaux parmi les produits dérivés de la série. Donc je ne parle pas des novélisations, c'est-à-dire qu'on traduit en roman le scénario d'un épisode. Exercice littéraire, je le trouve d'ailleurs tout à fait noble et intéressant. Déjà, bon, ça permet aux auteurs évidemment de bouffer, et puis c'est un exercice qui permet aussi de se concentrer sur la langue et de traduire l'ambiance, les émotions d'un épisode avec des mots, avec les nombreuses scènes qui se déroulent dans la forêt. Il y a des choses à faire, notamment voilà, sur la végétation, les odeurs, donc renforcer un petit peu l'immersion telle que je l'apprécie dans la littérature de western, que ce soit chez Abbé Guthrie, chez Ernest E. Cox. Ceci dit, je suis quand même très curieux de lire la novélisation de l'épisode Parole de singe pour me rapprocher au plus près du scénario de Steve de Jarnatt. Seulement, Parole de singe est écrit par Les Martin, dont j'avais enduré, et je pèse bien mes mots, enduré Quand vient la nuit, qui est la novélisation minable d'un super épisode. Alors je suis désolé si j'utilise des mots crus, voire cruels en fait, mais je ne vais pas y aller par quatre chemins. Dans tous les bouquins que j'avais lus l'année dernière, je sais pas, j'en ai dû en lire une 30 ou 40, eh bien c'est de loin le plus naze. C'est vraiment un travail qui est scolaire, laborieux. Bon alors après je suis peut-être pas bien placé pour critiquer, même si franchement avec un petit peu de technique, on peut s'arracher de la monotonie et puis essayer d'apporter un peu plus de poids littéraire. Oserais-je dire du lyrisme, un peu de poésie quoi. Et après tout, Stephen King d'ailleurs avait apporté quelques outils dans écriture, mémoire d'un métier, qui est vraiment le meilleur guide possible si jamais vous souhaitez participer à des petits concours littéraires. Donc ça, plus le Becherel, franchement, pas besoin d'avoir une formation payante comme il y en pullule sur le net. Non, en fait, ce qui m'a surtout énervé dans la novélisation de Les Martin, c'est que il n'était pas du tout respectueux du matériau premier, c'est-à-dire que là on a quand même Scully qui est reléguée comme simili-femme au foyer, donc elle est dans le cabanon à faire la popote, à rouspéter après avoir passé un coup de plumeau sur les meubles, donc c'est pas tellement la Scully que j'aime quoi. Page 15. Scully aimait l'or de la propreté. Page 49. Je vais vous faire du thé, proposa Scully. Page 85. Scully le regarda travailler. Blablabla. Tu veux du thé? Merci, Dana. Oui. Les heures se suivent et se ressemblent. Même si Daniel sait que Maria ne sera jamais derrière les fourneaux à lui concocter de bons petits plats, le sandwich qu'il vient de se préparer lui reste un peu sur l'estomac. Moi, je suis pas censé savoir si tu manges le midi ou pas. Il était assez grand pour t'occuper de toi et manger le midi. Voilà, Parole de singe, ce sera vraiment par esprit complétiste. Bref, Charles Martin Grant Gregg n'est pas seulement un nom qui arrache la gorge en fait dès que vous l'appelez, il a aussi écrit des romans originaux, donc des histoires qui ne sont pas devenues des épisodes, et que j'ai pas encore lu, comme par exemple Les Gobelins, qui est depuis longtemps dans ma bibliothèque, et je vais commencer à le lire ce soir. Et je vous tiendrai au courant d'ailleurs si j'accroche ou pas, parce qu'il a quand même une très bonne réputation, donc à voir si je suis sensible à sa plume. Souvenir d'oubliette, c'est donc un épisode qui est assez particulier. D'abord, il figure parmi les épisodes favoris de David Duchovny, qui souhaitait davantage d'enquêtes plus réalistes, plus enracinées dans le réel. Avec cet enlèvement d'enfants, il a obtenu gain de cause. Cet épisode reste surtout connu en France pour ne pas avoir été diffusé tout de suite, car on était en pleine affaire Marc Dutroux. Alors Marc Dutroux, si vous le connaissez pas, je vous souhaite de pas avoir croisé son chemin. C'est un instituteur belge, tout comme sa seconde femme, qui a été condamné à la perpétuité pour enlèvement, séquestration, viol, torture, pas forcément dans cet ordre d'ailleurs. Bref, pour pas heurter l'opinion publique et évidemment la famille des victimes, on a décalé l'épisode, ce qu'on peut totalement comprendre, même si à côté de Monsieur Dutroux, en fait, le pervers de cet épisode, c'est franchement du canal
Canada Dry. La petite enlevée est séquestrée dans une cave, l'oubliette du titre, photographiée, mais finalement, et heureusement, ça n'ira pas plus loin. Ce qui justifie en fait le côté X-Files, c'est le lien télépathique qu'elle a avec une ancienne victime, qui est désormais devenue une jeune femme désœuvrée, qui tente tant bien que mal de joindre les deux bouts, et qui présente des troubles dès que la petite subit des chocs traumatiques. On a des éléments inexpliqués, comme par exemple que cette jeune femme, sur son lieu de travail, se met à saigner du nez, et il s'avère que le groupe sanguin est celui de la petite, et donc pas le sien. L'épisode est dominé par le jeu très intense de Tracey Ellis, qu'on reverra bien plus tard dans la série, et aussi de Michael Chiffo, qui ne parle pas des masses, mais est extrêmement convaincant en pédophile. Il a le même regard que le comédien Jeffrey Jones, le même regard globuleux. Jeffrey Jones, qui était un acteur très connu des années 80 et 90, il a souvent joué pour Tim Burton, comme par exemple Beetlejuice. Donc là, je vous dis tout de suite, dans Beetlejuice 2, il ne sera pas là. You're gonna get us killed. Feels like something inside me, gnawing at my guts. What's wrong with me? Well, what did you have for lunch? Jeffrey Jones n'avait pas que l'air pédophile, c'en était un. D'ailleurs, il est classé officiellement comme pédo, et donc cela a mis un terme à sa carrière. Donc c'est pour ça que vous n'allez pas le voir dans la suite de Beetlejuice. Ah mince alors. Mais je crois qu'on voit sa photo dans l'enterrement, si je me rappelle bien de la bande-annonce. Ah, les 68 arts, ils ont vraiment une sexualité débridée. Cet épisode qui a causé bien des remous avec le studio, on peut comprendre. Depuis, les choses d'ailleurs ont bien changé dans les séries télé, car même si ce n'est pas graphique, on aborde des sujets ô combien sensibles et délicats. Et comme pour le fétichiste, donc il a fallu adoucir le ton. C'est d'ailleurs ce que je lui reproche. On veut pas couper l'appétit de l'américain moyen qui devait sans doute dîner devant l'épisode. Je ne demande pas non plus à ce qu'on cède au voyeurisme, mais il aurait fallu quand même y aller un peu plus franchement, c'est-à-dire que on aborde quand même le thème de la pédophilie. Donc un pédophile, ça ne se contente pas de photographier son insu une gamine qui est séquestrée dans une cave. J'ai du mal à croire qu'un pédophile, une fois qu'il a réussi à l'enfermer chez lui, il attend des jours pour satisfaire ses pulsions. Et encore une fois, la série télé aujourd'hui a beaucoup évolué. On rentre vraiment dans les détails les plus sordides. Même le jeu vidéo aujourd'hui n'adoucit plus ses accès les plus dérangeants. Après, reconnaissons quand même à Chris Carter d'avoir fait bouger les lignes avec sa série Millennium, une série que j'adore, mais qui est arrivé peut-être un petit peu trop tôt et peut-être pas sur la bonne chaîne. Rappelons que, je le dis souvent, la Fox est une chaîne très conservatrice et donc malheureusement frileuse pour aborder des thématiques liées à la perversité. En même temps, ça oblige à une forme d'ingéniosité pour aborder des choses crues. Mais sans tomber dans le voyeurisme. Je pense qu'il y a plein de façons d'aborder des choses extrêmement graves avec tact. Par exemple, dans le film, j'ai revu récemment, hier tout simplement, In Hell de Ringo Lam avec Jean-Claude Van Damme. Et donc ça se passe dans une prison russe et il y a un jeune qui se fait violer très régulièrement par un autre détenu. Donc au départ, il se prend quelques coups, il est acculé dans un coin, et ensuite on a la caméra qui est à l'extérieur de la cellule, à travers les barreaux. On voit les deux silhouettes s'agiter, et je peux vous assurer que il n'y a pas besoin d'en montrer davantage pour ressentir tout le malaise et l'horreur qu'implique cette scène. Côté coulisses, l'épisode aurait été un cauchemar apparemment pour Kim Manners, qui ne le considère pas des masses à cause déjà des lieux de tournage qui étaient extrêmement difficiles. L'épisode a été tourné à Mont-Seymour, au nord de Vancouver. Je sais pas si vous vous souvenez de la scène du téléphérique dans la deuxième partie de l'épisode du Anne-Marie. Eh bien, c'est là que ça a été tourné. Ajoutons aussi qu'il y a eu des prises de vue auprès de son lac, et puis il y avait aussi des conditions météo extrêmement défavorables. Alors ça, c'est un truc qui revient assez souvent dans la série. J'ai cité tout à l'heure Qu'on vient la nuit, c'était aussi un épisode qui a été une vraie tannée à gérer. En plus de la pluie, il y avait la rivière qui était en crue, il fallait très souvent changer les fringues des comédiens pour assurer les raccords. D'ailleurs, Kim Manners, qui n'avait jamais sa langue dans sa poche, il avait quelques mots très précis en fait pour parler de son expérience. Il disait:
It couldn't be fucking worse. Donc ça pouvait pas être putain de pire. Bon, j'ai pas grand chose à redire hein, sur l'épisode. Vous avez compris que j'ai pas été hyper conquis. Les comédiens sont bons, sauf peut-être Duchovny qui est toujours un petit peu timoré. Alors il se sort un petit peu les doigts par rapport à d'habitude, hein, mais c'est pas ça non plus. Il a un côté extrêmement lisse qui va avec son personnage. Voilà. Donc ce qui fait que quand son personnage, voilà, il a des petits on lui met quelques petits pets au casque, hein, donc comme son appétence pour le porno, le fait aussi qu'il bouffe des graines de tournesol, ça fait vraiment des trucs rajoutés par les scénaristes pour apporter un petit peu de matière au personnage, mais ça semble plaqué, artificiel. Et pourtant, Duchovny m'a totalement conquis avec sa série Californication, où je trouve franchement excellent en écrivain alcoolo, porté sur la chose. Il est vraiment très bon. C'était une série touchante. Je la reverrai bien d'ailleurs, parce que je l'avais vu qu'une seule fois. C'était vraiment, je m'étais bien marré plusieurs fois. Et puis il y avait même des petites parenthèses littéraires. Il y a sa voix off en fait qui reprend les textes qu'il écrit, et c'était de très grande qualité. Je crois que Duchovny a écrit des bouquins et en plus de chansons, donc ça serait intéressant de se pencher là-dessus. Il a dû faire des études littéraires aussi. Après une enquête minutieuse où j'ai pu potasser les archives de la Bibliothèque nationale de Paris, je peux vous confirmer que David Duchovny a bien effectué des études littéraires. Ça me rappelle ma première au lycée, j'avais pris option littéraire. On était 3 gars dans la classe. Si bien que le prof de sport nous appelait les 3 L. Parce que pour L pour littérature. Les 3 L. Ah, il n'y avait pas de concurrence, hein, pour séduire la gente féminine. Au final, je vous conseillerais plutôt de mater Alone de John Hyams, donc le fils de Peter, hein, que j'ai cité une bonne demi-douzaine de fois sur cette chaîne. J'ai beaucoup de sympathie pour la famille Hyams, hein, qui Alone, ça n'a pas non plus le pitch le plus original du monde, hein. C'est une jeune femme qui déménage et qui pendant son long trajet en fait est suivie puis kidnappée par un détraqué. Ça commence par un ton un petit peu comme Duel de Spielberg, puis on va entrer dans le survival à la délivrance. On va suivre son chemin de croix pour survivre, pour s'échapper. Donc c'est très organique, hein. C'est du pur Hyams qui a une patte franchement unique pour représenter la violence où la sueur et le sang se mêlent au côté laborieux d'un combat, laborieux mais très scénographié dans des plans parfaitement composés avec une superbe photo, hein. C'est le digne fils de son papa mais avec des éléments qui lui sont propres. Malgré tout, c'est un épisode qui a eu des critiques favorables, hein, voire exceptionnelles, que ce soit sur le site lemondesavengers.fr, je mets le lien dans la description parce que c'est pas mal. Alors souvent c'est des avis qui sont différents du mien, mais en plus des chroniques, il y a aussi des petits points trivia qui permettent comme ça de compléter en fait votre connaissance sur la série. Et puis aussi ce podcast que je crois ne pas encore avoir cité, ça s'appelle Le Coin Pop. Et donc ils ont fait des chroniques sur toutes les saisons d'X-Files. Enfin c'est en cours, il y a la saison 9 qui a à faire, puis le deuxième film. Franchement, si vous devez écouter un seul podcast autour de la série, c'est de loin le meilleur. J'en ai écouté des tétrachés, des podcasts sur X-Files, que ce soit en anglais aussi, hein, et en français. Et donc de loin c'est mon préféré. Les chroniqueurs sont sympas, on apprend pas mal de choses. Et surtout il y a un ton comme ça, c'est comme une conversation entre potes, donc ça reste extrêmement agréable à écouter. Moi je m'occupe de mon jardin pendant que j'écoute ça en fait. Bref, vous avez tout ça encore une fois dans la description et je vais vous dire à très vite pour le prochain épisode. Ciao.